Bonsoir à tous. Lors de la première conférence du cycle, nous avons vu avec Mathilde Boudier le paysage politique et religieux en Syrie, de la fin de l'époque byzantine et du début de l'époque omeyyade jusqu'à la fin de l'époque abbasside, avec l'évolution religieuse et linguistique. Et dans le cadre de ces transformations, Damas est devenue une métropole renommée qui a attiré savants et intellectuels au XIIe et XIIIe siècle. Et Grégory Vandamme nous avait présenté peut-être l'un des plus célèbres d'entre eux, Ibn Arabi. Donc ce soir, on poursuit sur le thème de l'héritage de la Syrie médiévale avec son patrimoine culturel et artistique, avec une conférence sur les artisanats du luxe du XIIIe siècle au XVIe, qui nous est présentée par Karine Juvin, qui est chargée des collections du Proche-Orient médiéval au musée du Louvre et commissaire de la récente exposition Mamelouk 1250-1517. Et avec Élodie Végourou, qui est historienne et archéologue, qui est actuellement professeure junior à l'université Lumière Lyon 2. Donc je vous remercie déjà toutes les deux d'avoir accepté d'intervenir dans le cadre de ce cycle. Et peut-être pour commencer, Élodie Végourou, est-ce que vous pourriez nous faire un rappel du contexte historique des objets que vous allez nous présenter toutes les deux ce soir, donc de cette période ayoubide et mamelouk? Merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup aussi à Alice, mais à la Bulac de nous accueillir. Moi, je vais commencer au XIe siècle. Vous voyez que j'ai choisi une carte du XIIe et je commence au XIe siècle. Donc, il y aura un petit hiatus avec ce que vous avez vu la semaine dernière avec Mathilde. Mais bon. Donc, alors, au XIe siècle, d'un côté, l'Égypte est gouvernée par la dynastie fatimide, chiite, et de l'autre, la Syrie-Palestine est gouvernée par des princes d'origine turque au service du sultan Seldjoukide, qui a quant à lui prêté allégeance au calife abbasside de Bagdad. Le calife de Bagdad est à la tête de la communauté sunnite. Tel est le contexte quand la première croisade est prêchée en 1095. En 1099, les croisés prennent Jérusalem, ils vont instaurer en Syrie-Palestine des États latins. Donc voici la carte que vous avez sous les yeux qui présente la localisation de ces États latins sur la côte syro-palestinienne. Le royaume de Jérusalem au sud, la principauté d'Antioche en orange en haut, le comté d'Édesse en jaune et le comté de Tripoli. Ces États forment alors une mosaïque de principautés féodales gouvernées par des seigneurs francs. Face à eux, les puissances musulmanes locales, divisées entre différents émirs, entre différents princes, prennent conscience de la nécessité d'une réunification politique pour résister aux croisés. Le prince Noureddin d'Alep va unifier la Syrie, donc la grande province d'Alep et la grande province de Damas. Et dans le contexte de la lutte contre les croisés, il va envoyer en Égypte l'un de ses généraux, le célèbre Saladin, comme vizir, c'est-à-dire comme premier ministre du calife fatimide au Caire, la capitale fatimide. Saladin va prendre le pouvoir rapidement et mettre fin au califat fatimide, créant ainsi une principauté en Égypte en 1171. À la mort du prince Noureddin de Syrie, en 1174, Saladin va prendre Damas, puis Alep, au nord, en 1183. Il peut désormais donc unifier la Syrie, mais aussi la Syrie et l'Égypte, et combattre plus efficacement les croisés. Il parvient à prendre Jérusalem en 1187 et meurt en 1193. Ses fils et ses frères vont se diviser le sultanat sous forme d'une fédération de principautés en Syrie, avec pour chacune une ville importante comme siège de pouvoir. Donc vous avez sur la carte Damas, Alep au nord, entre les deux... j'ai pas mis Hama, bon. Hama entre Homs et Alep. Et entre autres, moi je vous parle uniquement de la principauté ayoubide de Syrie, puisque c'est le nom de cette dynastie, les Ayyoubides. Les Ayyoubides, justement, vont jouer un rôle important dans la lutte contre les croisés, qui conservent encore des territoires sur la côte syro-palestinienne et qui cherchent à attaquer l'Égypte. Toutefois, au même moment, une autre puissance menace à l'est, les Mongols. Les Ayyoubides, souvent eux-mêmes divisés, doivent affronter les croisés d'un côté, donc notamment en Égypte, et doivent engager des forces supplémentaires. Ils engagent des esclaves soldats, qu'on appelle les Mamelouks, qui sont en général des enfants raptés assez jeunes en Asie centrale, formés aux arts de la guerre et à la langue arabe au Caire. Ces Mamelouks vont prendre de plus en plus d'ascendants grâce à leur qualité guerrière au sein de l'armée, jusqu'à s'emparer du pouvoir en Égypte en 1250, puis en Syrie en
en 1260, à la suite de leur victoire sur les Mongols, qui sont arrivés jusque-là, je vous parlais de cette menace mongole, ils sont arrivés jusque-là, après avoir conquis Bagdad et tué le calife abbasside. Les Mamelouks sont donc à l'origine d'un nouveau sultanat qui fonctionne grâce à l'apport continu d'esclaves militaires qui, une fois convertis à l'islam et affranchis, peuvent gravir les échelons au sein de l'armée, devenir émir, c'est-à-dire prince, et même sultan. Le pouvoir, en effet, n'est en théorie pas transmissible de père en fils, mais il revient toujours en théorie aux plus méritants des émirs. Les Mamelouks vont régner sur le Proche-Orient jusqu'en 1516 et sur l'Égypte jusqu'en 1517, date à laquelle les Ottomans s'emparent du Caire, donc en 1517. Oui, c'est par rapport au sujet au titre de votre conférence, la première question que l'on peut se poser, c'est quels sont les facteurs en fait qui ont favorisé le développement de cet artisanat du luxe et comment expliquer que la présence en fait d'artisans hautement qualifiés en Syrie à cette époque? Alors, j'ai rapidement brossé justement le contexte politique pour vous montrer que il y a un polycentrisme et plusieurs villes importantes dans cet espace syro-égyptien à l'époque. Et la fabrication d'objets de luxe a pour but, dans un premier temps, de satisfaire les besoins et les goûts des élites ayyoubides installées dans ces différents pôles, donc de 1171 à 1250. La présence de ces cours princières en Syrie et en Égypte représente une clientèle riche et puissante qui recherche des biens de luxe. Ce goût est aussi celui des élites mamelouks qui suivent les Ayyoubides, donc de 1250 à 1517. Ces mamelouks qui gravitent autour du sultan au Caire, bien sûr, la capitale, mais aussi dans l'entourage des gouverneurs de province qui sont parfois des personnages très riches aussi et très importants. À l'époque ayoubide, comme à l'époque mamelouk, si la capitale du sultanat est le Caire, certaines villes de province, que vous avez sous les yeux ici sur la carte, sont politiquement et économiquement très importantes, comme par exemple Damas, Alep ou Alexandrie, bien sûr. Donc la première raison, c'est le nombre des cours princières qui représentent une clientèle. La deuxième raison de cet essor, c'est la présence en Syrie d'artisans virtuoses qui maîtrisent des techniques venues d'ailleurs. Je vous parlais tout à l'heure de cette menace mongole à l'Est. Elle est la cause notamment du déplacement d'artisans venus de Mossoul en Irak, qui vers les années 1240 vont fuir et s'installer à Damas pour exercer leur art. Donc Mossoul, normalement c'est sur une carte, c'est ici, c'est en Irak. Et donc ils vont fuir sous la menace mongole pour essayer de trouver une clientèle nouvelle et certains d'entre eux vont venir s'installer à Damas pour exercer cet art du métal. Ils sont spécialistes d'une technique particulière qui vient de l'est de l'Iran, qu'ils ont mis, eux, en œuvre donc, à Mossoul, donc en Irak, au service de la cour locale. Ils produisaient des pièces de vaisselle ou des chandeliers, par exemple des pièces de mobilier ou de vaisselle, en alliage cuivreux, en général martelé, mais la particularité, c'est qu'ils incrustaient ces objets de métaux précieux, argent, or ou cuivre rouge. Donc vous avez sous les yeux un exemple de leur production. Cette technique, elle est particulière puisque on incruste dans un objet façonné des plaques ou des fils d'argent. C'est un peu ce qu'on va appeler plus tard le damasquinage qui va représenter plusieurs techniques différentes, mais le mot vient de Damas, et je vous expliquerai après pourquoi. Donc, ils produisent ces types d'objets. Vous avez sous les yeux l'un des exemples les plus célèbres, qui s'appelle donc l'aiguière Blacas. Une aiguière, c'est pour verser de l'eau. Et cette aiguière Blacas, elle est conservée au British Museum et elle porte une inscription qui donne la date de 1232, qui est la date de sa fabrication. Et l'inscription en langue arabe précise aussi qu'elle a été fabriquée à Mossoul en 1232. Donc c'est une pièce qui est très intéressante parce qu'elle situe très précisément cette production à cette époque-là. Pour illustrer cette technique d'incrustation, j'ai choisi une image qui est issue d'un ouvrage publié en 2018 à l'IFPO sur l'artisanat de la métallurgie à Alep, puisque c'est un art qui était encore fabriqué et qui est sans doute encore pratiqué à Alep. Là, c'est une image des années 2000 où l'artisan prépare son dessin donc en ciselant le plateau à travers un patron avant de pouvoir y incruster des matières précieuses.
Je reviens au Moyen-Âge. Nous savons que certains de ces artisans se sont installés à Damas car ils ont signé leurs pièces en indiquant dans l'inscription l'expression Al-Mawsili. Al-Mawsili, c'est-à-dire de Mossoul. Et cette expression dans leur signature, elle fait référence aussi bien à leur origine géographique qu'à leur savoir-faire, en fait, puisque c'est une spécialité de Mossoul. Je vous disais qu'il s'était installé à Damas. On en a donc une preuve au musée du Louvre, qui est une pièce très célèbre, qui est encore une aiguière, donc qui sert à verser de l'eau, et qui porte une inscription qui mentionne le nom de son dédicataire, enfin de son commanditaire, qui est donc le prince Ayoubide de Damas. Et l'inscription précise non seulement qu'elle a été faite à Damas, mais précise aussi l'année. Et donc, on a un artisan qui travaille selon les techniques de Mossoul, qui signe une pièce et qui indique que cette fois, cette pièce a été fabriquée à Damas. Cet art du cuivre incrusté, il va gagner aussi le Caire. Certains artisans vont aller aussi s'installer au Caire, la capitale, puisqu'il y a évidemment là, à cet endroit-là aussi, une cour princière susceptible d'acquérir ce type de pièces de luxe. Les artisans qui travaillent selon cette technique d'incrustation du métal vont s'adapter au goût de la clientèle mamelouk aussi, donc à partir du milieu du XIIIe siècle. Par exemple, ils vont intégrer dans le décor de ces pièces des inscriptions qui mentionnent la titulature des commanditaires ou des destinataires, et aussi des emblèmes. C'est ce que vous avez... Est-ce qu'on voit la souris ? Oui. C'est ce que vous avez à droite ici sur ce chandelier. Donc ce chandelier, il est réalisé en alliage cuivreux, et il est incrusté d'or, d'argent et de cuivre rouge, et on a ici un emblème qui est un emblème d'un émir. Cet émir, c'est le gouverneur de Damas qui s'appelle Kitboura, et cette pièce, elle a été fabriquée probablement à Damas, ou au Caire, mais probablement à Damas, à la fin du XIIIe siècle, vers 1290. Donc vous avez l'évolution, ici une illustration de l'évolution de cette technique, en gros entre la période ayoubide à gauche et l'évolution vers la période mamelouk, où on intègre donc ces emblèmes dans les objets, dans le décor des objets. Cet emblème, c'est celui donc du gouverneur de Damas. Il est gouverneur de Damas, mais il a aussi une fonction à une époque au sein de la hiérarchie et de l'entourage sultanien, qui est sans doute la fonction des chansons, puisque sur son emblème figure, vous voyez ici, une coupe, puisque chaque emblème correspond à une fonction au sein de cet entourage sultanien. Un autre facteur, donc je vous ai dit le nombre des capitales, la présence d'artisans virtuoses. L'autre facteur qui a favorisé l'essor de l'artisanat du luxe, c'est l'existence de débouchés autres que celui de clientèle locale. Si en théorie, depuis le concile de Latran, il n'est pas permis aux puissances maritimes européennes de commercer avec les musulmans, alors pourquoi ? Parce que l'Europe était susceptible de fournir aux musulmans du Proche-Orient et d'Égypte du bois, des métaux et des armes, et évidemment, l'Église a interdit ce commerce pour ne pas fournir des armes à l'ennemi. Donc c'est assez logique. Mais en réalité, cette interdiction, elle n'est pas stricte, puisque des échanges existent, notamment avec Venise, qui obtient exceptionnellement l'autorisation du pape de commercer avec le pouvoir ayoubide dès le XIIIe siècle. Les Vénitiens ont même un établissement à Alep, une représentation officielle et des entrepôts, des lieux de stockage et d'hébergement pour accueillir leurs marchands et leurs marchandises. Et il est certain que ces marchands italiens installés dans les villes de Syrie, que ce soit à Alep ou sur la côte à Latakié, au contact de la culture matérielle locale et de la vie locale, de la même manière que les personnes habitant dans les États latins, ces deux catégories de population ont servi de vecteurs et d'accélérateurs de la découverte de ces objets proche-orientaux réalisés selon des techniques particulières qui n'étaient pas maîtrisées à cette heure en Europe. Donc le goût pour l'Orient va aussi se développer en Europe grâce à ces populations. Pourquoi y a-t-il des marchands italiens et vénitiens en Syrie dès le XIIIe siècle ? Que viennent-ils chercher ? Ils viennent chercher des ressources naturelles disponibles en Syrie, à savoir en premier lieu le coton, qui est largement cultivé, notamment dans la région d'Alep et sur la côte. Ce coton, il est
très précieux pour les populations européennes. Il est utilisé dans bien des domaines. Et donc, les marchands italiens servent d'intermédiaires pour faire parvenir le coton en Europe. Ils viennent aussi chercher, évidemment, du fil de soie. Alors, on en produit par exemple en Espagne, ou on commence à en produire en Italie à l'époque. Mais en tout cas, à Damas notamment, on en produit en grande quantité, puisque les surfaces plantées de mûriers blancs qui nourrissent les vers à soie sont importantes autour de Damas ou sur la côte libanaise, par exemple. Mais ils viennent aussi chercher des produits qui viennent de plus loin, évidemment, puisque les Ayyoubides, comme les Mamelouks, se présentent comme les défenseurs de l'islam et les protecteurs des lieux saints de Médine et la Mecque. Ce qui signifie, en plus, qu'ils contrôlent une partie des routes qui permettent de rapporter des épices venues d'Inde, qui arrivent par la voie maritime jusqu'au Yémen et qui ensuite traversent une partie de l'Arabie pour être redistribuées dans les grands centres urbains du sultanat. Et ce contrôle des routes est d'ailleurs à l'origine d'une grande partie de la prospérité des Ayyoubides comme des Mamelouks. Voilà les raisons qui font que tous ces facteurs ont été favorables au développement d'un artisanat du luxe en Syrie à partir du XIIIe siècle. Donc, à part l'art du métal, enfin la dinanderie que vous avez montré, est-ce qu'il existe des innovations, des nouvelles techniques qui ont fait justement que Damas devienne ce centre prestigieux de production artisanale dans le monde islamique? On va rentrer dans le vif du sujet parce que on va découvrir les pièces que vous avez choisi de nous montrer ce soir. Je crois du verre, des tissus, des soieries, etc. Alors, la présence de la clientèle riche et puissante a favorisé la spécialisation de Damas dans l'artisanat du luxe, non seulement dans l'art du métal incrusté, mais aussi dans l'art de la céramique, par exemple. Alors, j'ai choisi 2 exemples. Le premier, donc on va commencer par parler de celui de gauche. Il faut savoir qu'il est probable qu'à la suite donc de l'arrivée des Mongols, donc qui viennent de l'est et qui arrivent d'abord à Bagdad, puis en Mésopotamie, puis enfin qui envahissent une partie de la Syrie, des artisans du métal donc sont arrivés de Mossoul, mais il est probable aussi que des artisans de la céramique sont arrivés à Damas, chassés notamment des villes de l'Euphrate comme Raqqa, qui a été détruite donc à cette époque-là. Et ces céramistes de talent ont aussi choisi de s'installer à Damas, puisqu'il y avait donc cette clientèle susceptible d'acheter, de se procurer leurs pièces. On va produire dans les ateliers de la ville une céramique fine, dite à décor de lustre. C'est l'exemple que vous avez à gauche. Il s'agit de pièces réalisées dans une pâte particulière déjà, une pâte riche en silice, recouverte ici d'une glaçure bleu très caractéristique. Vous voyez cette couleur bleue, elle est vraiment très caractéristique. C'est une glaçure bleu foncé, donc c'est une couche de verre, si vous voulez, sur la céramique. Et par-dessus cette glaçure, on va peindre avec des oxydes métalliques. C'est la couleur que vous voyez. Alors malheureusement, l'image est très mauvaise, elle est prise à travers une vitrine, mais ce que vous voyez, cette souris est capricieuse. Ce que vous voyez là, en fait, c'est peint par-dessus la glaçure avec des oxydes métalliques, donc en général sous forme liquide pour pouvoir être peint. Et les artisans, je vous parlais d'artisans virtuoses, ils ont une très très grande maîtrise des cuissons, et lors de la dernière cuisson de cette pièce, de ce vase qui est conservé au Koweït dans la Saba Collection, eh bien, les particules contenues dans ce mélange d'oxydes vont fusionner avec la glaçure et vont devenir des particules métalliques, puisqu'on a affaire à une cuisson oxydo-réductrice, et donc la surface de cette pièce va devenir métallescente, si vous voulez. Et donc ce vase, quand on le prend et quand on le bouge à la lumière, eh bien il brille comme s'il était en métal, alors que c'est de la céramique. Et c'est tout l'intérêt en fait de ce type de pièces, puisque elles sont susceptibles d'intéresser les plus rigoristes des princes musulmans, puisqu'il n'est pas autorisé de manger dans de la vaisselle, de prendre ses repas dans de la vaisselle d'or ou d'argent, et donc on garde ici un certain standing avec une pièce en céramique, mais qui a l'apparence du métal et qui est tout aussi luxueuse dans sa fabrication, puisqu'elle nécessite des artisans très spécialisés, des matériaux très particuliers, et aussi plusieurs cuissons qui doivent être réalisées selon une technique extrêmement savante et qui implique l'utilisation de beaucoup de combustible. Cette pièce, elle est très intéressante parce qu'en fait, elle porte, c'est ce que vous voyez en bas,
On peut rattacher cette production, une partie de cette production de céramique à des corps de lustre, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, lustre métallique, à Damas, puisqu'on a une pièce exceptionnelle, donc qui est conservée dans la Saba Collection au Koweït, qui mentionne qu'elle a été fabriquée donc pour un certain Rassad el-Iskandarani, et que c'est l'œuvre de Youssouf et qu'elle a été faite à Damas. Donc ça, évidemment, c'est des pièces qui sont exceptionnelles, mais qui sont des jalons, en fait, dans cette histoire de la céramique médiévale du Proche-Orient. Alors, ces pièces, elles sont coûteuses à produire, et donc elles sont destinées à la fin du XIIIe siècle et jusqu'aux années probablement 1330 à une clientèle aisée. Damas, dans le domaine de la céramique, va aussi se spécialiser à partir de la fin du XIVe siècle dans la production d'un autre type de céramique que vous avez sous les yeux. Donc ici, c'est un bol à droite, un bol qui est décoré de motifs bleus sur fond blanc, et ça, c'est caractéristique de cette production de la fin du XIVe siècle et du XVe siècle à Damas, puisque ça cherche à imiter les porcelaines chinoises des dynasties Yuan ou Ming, en utilisant non pas du kaolin, puisqu'elles ne sont pas faites à partir de kaolin, qui est la matière première de la porcelaine, mais en utilisant une pâte siliceuse et en faisant un décor bleu sur blanc pour rappeler les motifs chinois. Ces céramiques, elles s'inspirent de la porcelaine chinoise, puisque la porcelaine chinoise est employée par les élites mamelouks à l'époque, lors de repas, lors de banquets, on en a des mentions dans les sources, et ces porcelaines, elles arrivent notamment par l'océan Indien, et certaines traversent aussi cette fameuse route qui relie l'Arabie à Damas et au Caire. Et ce bol, donc, est conservé, je ne l'ai pas précisé, ce bol est conservé au département des arts de l'islam du musée du Louvre, et il est exposé. Il était exposé à Abu Dhabi en ce moment. À Abu Dhabi en ce moment, Carrie. Alors, un autre domaine dans lequel les artisans damascènes ont excellé, c'est celui des soieries. On produit de la soie en Syrie depuis l'époque byzantine. Ça, c'est pas un problème. Mais l'arrivée au Proche-Orient d'étoffes venues d'Iran, mongol et même de Chine, a considérablement inspiré les tisserands syriens et égyptiens à Damas ou à Alexandrie, qui sont vraiment les deux grands centres de production de textiles de luxe à cette époque-là. Les tisserands vont adopter à Damas, dans la première moitié du XIIIe siècle, un type de métier à tisser très particulier venu d'Iran, qu'on appelle le métier dit à la tire, pour fabriquer des soieries qu'on appelle façonnées, des soieries complexes, comme par exemple le lampas. Donc vous avez un exemple ici sous les yeux d'étoffe de soie qu'on appelle du lampas, donc réalisé selon cette technique particulière, à gauche. Donc cet exemplaire est conservé au Metropolitan Museum de New York. Et on voit que son décor est constitué ici de médaillons, d'un décor végétal, de frises végétales, et d'un médaillon central avec une inscription. Cette inscription en caractère arabe, elle se répète au sein de chacun des médaillons. Et en fait, c'est une inscription qui mentionne l'expression Al-Sultan al-Malik. Et donc, c'est une inscription qui fait référence à un sultan, à un roi, mais qui ne mentionne pas de nom. Donc ça peut être des tissus qui ont été produits aussi en Syrie et qui n'étaient pas forcément destinés réellement à une clientèle sultanienne, même si certains, évidemment, sont arrivés jusqu'à un sultan. Ces soieries, elles sont donc de grande qualité, fabriquées à Damas ou, c'est vrai aussi, à Alexandrie, et elles sont utilisées pour fabriquer des vêtements. J'ai choisi cet exemple à droite, qui est un couvre-chef en une sorte de calotte en soie, à décor d'inscription encore. Vous voyez, il y a des bandeaux d'inscription ici, avec des motifs en forme de croissant sur d'autres bandes. Ces inscriptions, elles sont encore anonymes, elles sont essentiellement décoratives, mais c'est particulièrement intéressant d'avoir un objet fini réalisé avec ce type de soierie. Là, ce bonnet, il est conservé à Cleveland. Il est possible, grâce aux sources textuelles, de localiser les ateliers et les lieux de vente de ces produits de luxe dans la ville de Damas. Voici donc Damas. Une carte de Damas avec son enceinte médiévale en noir ici, la rivière Barada qui longe la muraille au nord, à l'ouest la citadelle, évidemment qui est très importante à l'époque ayoubide et à l'époque mamelouk, puisque le pouvoir est détenu par les militaires, et au milieu la célèbre mosquée des Omeyyades de Damas, donc qui est ici.
et que vous découvrez ici un morceau de la façade sur cour qui est caractéristique, vous la connaissez sans doute, décoré de panneaux de mosaïques de verre doré, dont certains sont conservés sur une large surface. Alors qu'est-ce qu'on remarque quand on regarde cette carte? On voit bien que les activités du luxe sont concentrées près de la mosquée des Omeyyades. Alors on va commencer par la dinanderie. Donc la dinanderie, c'est l'art de la fabrication des objets en alliage cuivreux plutôt luxueux. Donc la dinanderie est localisée au sud, immédiatement au sud de la mosquée des Omeyyades de Damas. Et on a un autre centre ici, qui est celui aussi en verre, des incrusteurs. Les incrusteurs, donc, qui sont vraiment un métier spécifique à Damas, sont localisés à la fois près des fabricants des pièces en cuivre, mais aussi à côté, vous voyez en jaune, des bijoutiers, puisqu'ils utilisent les mêmes matières premières. Donc il y a une logique aussi dans leur installation. La mosquée des Omeyyades, elle focalise ses activités pour plusieurs raisons. Donc vous voyez d'abord le cuivre, mais aussi en rose les soieries, puisque beaucoup de ces commerces et de ces ateliers payent un loyer à leurs propriétaires, et en fait c'est une fondation pieuse. Alors beaucoup d'entre vous connaissent peut-être déjà le terme waqf. En fait, ces boutiques qui sont autour de la mosquée des Omeyyades, beaucoup appartiennent à la mosquée des Omeyyades elle-même, et les loyers sont versés à la mosquée et servent au fonctionnement de l'établissement et au paiement des salaires de ses employés, qui sont plusieurs centaines à l'époque mamelouk. Donc la mosquée des Omeyyades, l'administration de la mosquée des Omeyyades a aussi intérêt à placer des activités les plus luxueuses près d'elle. Vous voyez ici donc la soie, les bijoutiers et l'activité du cuivre. Et vous remarquez ici en bleu que la céramique fine est produite à l'extérieur de la ville, ce qui est logique puisqu'une telle activité nécessite à la fois de l'espace, de l'eau, et qu'elle produit des nuisances, puisque évidemment les fours produisent des fumées très importantes, et qu'on a à Damas une production quasi industrielle de céramique qui peut créer des nuisances au voisinage. Et donc la céramique est installée, les ateliers de céramique sont installés à cet endroit-là, à l'extérieur de la porte orientale de l'enceinte de Bab Shafi. Mais si vous êtes observateur, vous voyez bien aussi que sur cette carte, on a du bleu ciel. Et ce bleu ciel fait référence à une autre des innovations importantes à Damas, à savoir le verre émaillé. N'est-ce pas, Karine Juvin? Tout à fait, et le dit Vigo. Effectivement, l'artisanat du verre était très bien implanté anciennement en Syrie, dans la région syrienne, le Bilad Hacham, depuis l'Antiquité, avec une production de verre fin, et qui va perdurer au gré des siècles. Néanmoins, la période qui nous intéresse, Ayyoubi, des Mamelouks, va voir l'apparition d'une nouvelle technique, une nouvelle technologie autour du verre. On va d'abord appliquer un décor doré, fait à base de feuilles d'or pulvérisées, diluées, avec lesquelles on va peindre un décor, qui va être ensuite repassé au four pour être fixé. Et puis, dans un second temps, apparaît, peut-être en lien avec justement les décors de céramique, sur la céramique, un décor coloré d'émail, d'émaux colorés, donc qui sont aussi du verre, finalement du verre coloré réduit en poudre, pulvérisé, auquel on ajoute un liant et avec lequel, là aussi, on va peindre des décors. C'est une innovation technologique qui se situe sans doute dans la première moitié du XIIIe siècle, dans cette région syrienne ou syro-mésopotamienne. Disons que le contexte précis n'est pas forcément bien connu pour l'apparition de cette technique qui nécessite un savoir-faire là aussi et du temps, puisque on a d'abord le façonnage de l'objet, donc du verre soufflé très fin avec des formes qui vont être aussi très élaborées et qui vont tendance à gagner en grande dimension. Et puis cette application de ces émaux et du décor doré avec donc une deuxième cuisson à une température un peu plus faible pour fixer ces émaux sans que l'objet lui-même, la forme de l'objet ne soit déformée dans le four. Donc on a des témoignages, disons des
deux objets, c'est assez peu, des deux objets de référence connus pour cette période initiale de la première moitié du XIIIe siècle et plutôt de du second quart du XIIIe siècle. Alors, ce ne sont pas ces deux objets. Malheureusement, je ne vais pas vous les montrer parce qu'on nous avait demandé de réduire le nombre de diapositives, donc je ne fais que les mentionner. On a donc deux objets datés par des inscriptions, là toujours, pour le deuxième quart du XIIIe siècle, un plat en verre émaillé et doré au nom d'un souverain, non pas de Syrie, mais d'Anatolie, ce prince se prénomme Khosrow II, il a régné entre 1237 et 1247. Ce plat en verre émaillé et doré a été retrouvé dans son palais de Kubadabad, donc dans la région de Konya, en Anatolie. Avec également quelques fragments de gobelets à décor émaillé et doré. Et donc on ignore s'il s'agit d'une production importée de Syrie, comme on l'a souvent estimé, ou bien fabriquée localement avec peut-être l'émigration d'artisans syriens. Cet objet, tout comme l'autre objet qui est une bouteille au nom du souverain ayoubide Salah ad-Din Youssouf II, dont Élodie a déjà parlé à propos de les guerres faites à Damas vers le milieu du XIIIe siècle, eh bien on a une bouteille en verre émaillé et doré à son nom également. Donc c'était le dernier souverain ayoubide d'Alep et de Damas qui règne jusqu'en 1260. Cette bouteille est conservée au Caire aujourd'hui. Et donc, ces deux objets comportent, finalement, se caractérisent par des zones émaillées assez limitées et une palette, elle aussi, assez limitée, qui se cantonne au bleu, au rouge et au blanc. On peut encore mentionner quelques objets trouvés en contexte archéologique dans la région syrienne, sur des sites croisés, sites de Montfort et d'Arsouf, et également lors des fouilles de la citadelle de Hama, donc qui se situe entre Damas et Alep. Donc tous ces objets trouvés en contexte archéologique n'ont pas de datation précise, mais des contextes qui quand même permettent de les situer dans un grand XIIIe siècle. On ne peut nommer encore des jalons pour le début de la période mamelouk, la fin du XIIIe siècle, avec deux petits vases dits sphéro-coniques au nom d'un sultan du Yémen, Oumar II, qui a régné de manière brève entre 1295 et 1296. Là aussi avec une même palette limitée, rouge, blanc, bleu, et donc ce sont les premiers jalons de cette production, mais ces objets ne nous indiquent pas, là encore une fois, un centre de production précis. Voilà, on est dans la zone syrienne, mais on n'a pas d'objets en verre, finalement, qui nous disent « fait à Damas », comme on peut avoir pour quelques objets en métal. En revanche, on a donc les deux objets que vous avez sous les yeux maintenant, qui sont deux petites lampes de mosquée, typiques de cette production, d'une forme d'objet qui va être abondamment produite à la période mamelouk. Et donc ici, on a deux objets qui peuvent être attribués à une production damascène, puisque par leurs inscriptions, sur lesquelles j'ai travaillé il y a quelques années, nous permettent de les relier à des monuments de Damas et à des personnages, en tout cas même pour les deux d'entre eux, qui ont vécu à Damas. Et donc on aurait là deux jalons importants d'une production de verre émaillé et doré à Damas à la fin du XIIIe siècle. Donc cette production qui est attestée par ailleurs par les sources, par des documents, donc localisés, en tout cas à la période mamelouk au moins, et par des différentes sources, notamment de voyageurs italiens, entre la fin du XIIIe et la fin du XIVe siècle. Alors, pour commenter un petit peu ces deux objets qui sont extrêmement intéressants et qui avaient été un petit peu pas oubliés, mais négligés, disons, pendant longtemps. Eh bien, donc vous avez à gauche une lampe de mosquée qui est conservée au musée du Louvre et qui comporte une inscription de dédicace, ou plus exactement de dépose en waqf,
dans un mausolée. Donc l'inscription, qui se répète à la fois sur le col et la panse, explique que cette lampe a été déposée en waqf par un certain Martouk, fils de Mahfouz, dit Ibn al-Bouzouri al-Baghdadi, et qu'elle était déposée donc dans le mausolée du père Mahfouz, situé sur le mont Salihiyeh, Salihiyeh étant un quartier, un faubourg de Damas. Et donc voilà, cette inscription nous donne une indication précise. Ces personnages sont connus par les sources, par ailleurs. Le père Mahfouz, donc qui a fondé lui-même son mausolée avant sa mort, dit Ibn al-Bouzouri, est décédé à Damas en 1294. C'était un savant, un historien, mais aussi un marchand, en fait un des plus riches marchands de Damas à cette époque, impliqué dans le commerce international. Donc un personnage assez important de la ville. Et donc le mausolée pour lequel la lampe avait été fabriquée, est également cité dans les sources, dans des descriptions de Damas médiévales, des descriptions de ce quartier de Salihiyeh. Je crois que j'ai mis une petite photo, d'ailleurs, voilà, pour un élément de contextualisation auquel on reviendra peut-être après, si tu veux bien revenir à la diapositive. Donc on sait qu'il était situé au centre de ce quartier, près du marché au coton. À cette époque, à Salihiyeh, s'était considérablement développé au cours du XIIIe siècle. C'était devenu un lieu important d'enseignement religieux, avec la fondation de nombreuses madrasas et quelques mosquées. Et c'était aussi devenu un lieu de sépulture, donc qui était dû à la fois à la réputation traditionnelle de sainteté de cet emplacement sur le mont Qasyoun et lié au développement des madrasas funéraires. On sait que le père Mahfouz avait aussi légué sa bibliothèque personnelle dans ce mausolée, donc on avait à la fois une fonction funéraire et une fonction d'éducation, justement. Alors, ce mausolée est mentionné encore au début du XVIIIe siècle comme existant, et puis ensuite, il semble qu'il ait disparu au cours de la période moderne. J'ai pu rapprocher cette lampe qui a certaines caractéristiques morphologiques propres aux lampes du début de la période mamelouk, une taille plutôt limitée, elle est haute d'environ 27 cm, des formes, la forme des anses par laquelle on suspendait ces lampes qui, vous le voyez, se termine par une forme de pastille aplatie. Et puis différents qualités de la calligraphie aussi, avec beaucoup de signes décoratifs calligraphiques, et puis quelques motifs ornementaux comme des nœuds, des frises végétales, et le motif des petites lancettes en pointe que vous trouvez dans la partie basse et que vous retrouvez, donc vous retrouvez tous ces éléments, ces données sur la lampe de droite, qui est une lampe conservée au British Museum, et qui donc lui ressemble énormément, si bien que je me suis dit que fatalement elle avait dû être fabriquée au même endroit à la même période. Alors l'inscription qui figure en grands caractères est une inscription coranique. En revanche, sur les petites zones, les pastilles aplaties des anses, on a des petites inscriptions qui indiquent que cette lampe a été faite pour la mosquée qui se trouvait dans le mausolée à Sahibia Taqwiya, donc du Sahib Taqiyad-Din. Alors Sahib, c'était un terme qui était utilisé pour les vizirs à cette époque. Donc, elle était destinée à la mosquée du mausolée d'un vizir qui se nommait Taqiyad-Din. Alors, Taqiyad-Din, c'est un nom, une partie de nom, ce qu'on appelle un laqab, un titre honorifique assez courant. Mais étant donné que on peut la rapprocher en datation et en lieu d'origine, a priori, de la lampe du Louvre, eh bien, j'ai cherché un vizir Taqiyad-Din à Damas à la fin, autour de 1300, disons. Et effectivement, il y en a un, le Sahib Taqiyad-Din, le vizir Taqiyad-Din Aboul Baqa at-Takriti, donc originaire de Takrit, qui a été vizir à Damas à la fin du XIIIe siècle
et qui est mort en 1299, donc on est très proche de la lampe du Louvre, et inhumé dans le mausolée qu'il avait fait construire lui aussi, dans le même faubourg d'As-Salihiyeh. Donc là, on est en présence de deux lampes finalement, réalisées pour deux grands personnages de la société damascène de l'époque, inhumés tous les deux dans des mausolées dans le même quartier d'As-Salihiyeh. Donc on peut estimer à juste titre que ces lampes ont été fabriquées à Damas à cette époque, probablement dans la zone que Élodie nous montrait tout à l'heure. Voilà, donc ce sont deux jalons importants de cette production de verre émaillé et doré qui va se développer, continuer à se développer à Damas. Alors on peut, à partir de ces repères, essayer de réattribuer d'autres pièces qui ne comportent pas d'inscription, mais qui ont des éléments de décor assez semblables. Des analyses technologiques pourraient peut-être permettre de préciser un petit peu. On sait qu'évidemment, il y avait d'autres centres de production, certainement, et notamment en Égypte, évidemment au Caire, qui était un centre, évidemment, de commande important, et qui va certainement se développer considérablement au XIVe siècle, avec les besoins de mobilier pour les grandes fondations pieuses, religieuses, fondées par les sultans, les émirs au Caire. Et donc, on a une production de verre émaillé et doré qui va se développer au Caire aussi au XIVe siècle. Et puis, c'est une production, là aussi, qui a intéressé, en dehors des frontières mamelouques, les verres émaillés et dorés comme technique très particulière et très précieuse, ont été recherchés bien au-delà des frontières, envoyés en cadeau diplomatique. On a des verres justement émaillés et dorés envoyés par exemple au sultan Rassoulide du Yémen, mais on a aussi beaucoup d'objets qui ont été commandés, achetés sur les marchés par les Européens, les marchands européens, et ça a été assez bien travaillé à partir des sources européennes qui mentionnent ces verres émaillés et dorés, et le fait qu'on envoyait même des marchands émissaires pour chercher spécifiquement tel ou tel type d'objet. Donc voilà, ce sont des objets en verre émaillé qui ont voyagé. On en a retrouvé aussi à Madagascar, on a montré un verre dans l'exposition Mamelouk, et très probablement même jusqu'en Chine. Et c'était ma question suivante, en fait, puisque vous avez parlé tout à l'heure des échanges commerciaux des Vénitiens, et du coup, la question qu'on avait envie de se poser, c'était parmi les pièces qui étaient produites à Damas, en fait, quelles étaient celles qui étaient destinées, s'il y a des exemples, au marché local. Et justement, est-ce que vous avez des exemples de pièces à nous montrer qui étaient fabriquées pour être exportées, à part le verre émaillé, bien sûr? Alors, oui. Les deux en même temps. L'artisanat du luxe, il était au départ vraiment destiné à la clientèle, à la riche clientèle locale. La vaisselle de métal, on le sait, ou la céramique lustrée, le verre émaillé était aussi utilisé par les élites et équipaient aussi leurs fondations pieuses. Ça, Karine vient de nous l'expliquer, mosquées, mausolées ou lieux d'enseignement. Les soieries servaient à fabriquer notamment les robes d'honneur offertes par le sultan aux plus méritants de ses émirs ou aussi en cadeau diplomatique. J'ai en effet commencé à parler tout à l'heure du sujet des Ayyoubides et des Mamelouks et des relations entre les pouvoirs et les Européens, puisque ce ne sont pas les seuls, les locaux, à apprécier ce luxe à l'oriental. L'embargo pontifical que j'évoquais tout à l'heure sur le commerce, il a été régulièrement contourné, l'exemple des Vénitiens du milieu du XIIIe siècle le montre, et après la prise de Saint-Jean d'Acre par les Mamelouks et la fin des États latins en 1291, eh bien l'heure est maintenant aux affaires, et un accord commercial, ouvertement, un accord commercial est signé en 1302 entre les Vénitiens et le pouvoir mamelouk. L'embargo pontifical, il s'achève officiellement en 1344, et à partir de cette date, les puissances européennes vont même implanter des représentations à Damas cette fois, pas seulement à Alep ou sur la côte, mais à Damas, ce qui facilite considérablement la circulation, l'acquisition des marchandises, notamment des biens de luxe appréciés par les élites régnantes européennes, comme venait de le souligner Karine. Un exemple ici, voici deux œuvres picturales italiennes. L'une représente à gauche un personnage théoriquement vivant au début du XVIe siècle dans une ville mamelouk, ou vivant dans une ville mamelouk
au début du XVIe siècle. Vous voyez qu'il est habillé avec un turban et avec une robe. Cette robe, c'est une robe en soie qui peut faire penser justement à ces robes offertes ces robes en soie offertes aux émirs les plus méritants. Donc là, voilà, c'est tel qu'il était représenté par un peintre italien du début du XVIe siècle qui a vu circuler ces étoffes. Mais le personnage, lui, est représenté habillé à la mode mamelouk, puisque les récits de voyage des XIVe et XVe siècles décrivent la manière dont ils étaient habillés et parfois même contiennent des illustrations de la mode à cette époque-là, de la mode mamelouk, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Et j'ai mis en regard cette œuvre qui représente donc ce personnage à gauche, avec une autre, qui est une scène de danse qui date de 1450, qui est peinte sur du bois, hein. Et ça a été réalisé à Florence. Et on voit bien, en fait, la filiation entre ces tissus qui sont les mêmes, en fait, des tissus mamelouks utilisés par quelqu'un de la culture mamelouk, entre guillemets, et à droite, les Florentins et l'usage qu'ils font de ces étoffes en les utilisant pour fabriquer capes et pourpoints et robes longues. Donc voir ce goût en fait partagé de ces étoffes de soie, c'est particulièrement frappant dans la peinture italienne. Les soieries sont mentionnées d'ailleurs dans les inventaires princiers des XIVe et XVe siècles, hein, princiers européens. Elles sont citées souvent sous l'appellation damas ou en italien alla damaschina, ce qui va donner évidemment le nom au tissu damas qu'on connaît aujourd'hui, cette particularité du damas, hein, d'avoir un motif brillant d'un côté et le même motif mat de l'autre. Vous avez sans doute déjà vu ce type de tissu. Et ces étoffes, elles étaient utilisées, ces damas, étaient utilisées aussi bien pour l'habillement que pour l'ameublement. C'est très clair dans les inventaires princiers. En plus du métal incrusté et des soieries, d'autres objets étaient exportés. Alors, Karine nous a parlé justement du goût pour les objets en verre et des commandes quasiment qui étaient faites sur les marchés des villes mamelouks. Cet exemple, c'est une bouteille en verre émaillé qui a été produite sans doute autour du milieu du XIVe siècle et qui a été offerte en cadeau à la cathédrale d'Apt dans le Vaucluse. Et elle figurait d'ailleurs dans l'exposition mamelouk, elle figure dans le catalogue. Et ça, c'est un objet produit par des artisans du territoire mamelouk et qui est arrivé dans une cathédrale. Ces objets étaient jugés précieux car réalisés selon des techniques peu ou pas maîtrisées en Europe. Nombreux sont les trésors d'église qui se sont vus offrir des objets venus d'Orient entre le XIIe et le XVIe siècle, hein. Comme cette soierie mamelouk à gauche, la soierie bleue, c'est une chasuble faite dans une soierie mamelouk qui est conservée à Londres. Et on voit très bien que c'est le même type de tissu que ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, avec un décor de médaillon. Alors là, il n'y a pas forcément d'inscription, mais c'est vraiment la même technique et le même vocabulaire décoratif, mais qui s'est transformé en chasuble et qui a été utilisé donc dans le cadre d'une église. Alors on n'a pas là l'identité de cette église. Et pourtant, à la même époque, l'Italie commence à produire des étoffes de soie qui peuvent rivaliser avec ses productions du Proche-Orient. Donc là, les importations vont subir un coût important puisque, en même temps, se développent en Italie des savoir-faire qui copient et qui rivalisent presque en qualité avec les soies produites dans le sultanat mamelouk. Certains objets étaient même spécifiquement, tu parlais de commandes tout à l'heure, étaient même spécifiquement produits pour des clientèles européennes. C'est probablement le cas de cet objet à droite. C'est une céramique, c'est un pot en fait allongé qu'on appelle un albarello et qui peut servir à transporter des produits pharmaceutiques ou des épices par exemple. Celui-là, il est conservé au musée du Louvre et vous voyez bien qu'il reprend ce décor bleu et blanc que j'évoquais tout à l'heure à propos du bol. Il reprend ce décor bleu et blanc, typique donc de cette volonté de copier les motifs chinois. D'ailleurs, on a aussi une figure d'oiseau ici qui s'inspire du vocabulaire décoratif chinois du XIVe siècle. Mais ce qui frappe dans cet objet, c'est évidemment la présence en plein milieu de cette fleur de lys. Cette fleur de lys qui est d'un type spécifique qui fait que les historiens de l'art rapprochent cette fleur de lys de Florence. Et donc cet objet aurait pu être commandé, fabriqué spécifiquement dès le départ pour être exporté vers Florence. L'artisanat donc la céramique peut témoigner de ce phénomène, mais le métal aussi témoigne de ce phénomène d'une fabrication destinée à une clientèle européenne. N'est-ce pas, Karine ?
Oui, alors effectivement, la production d'objets en métal incrusté a fait l'objet aussi d'un commerce important avec l'Europe notamment, ou d'autres régions. Là aussi, les métaux incrustés mamelouks ont beaucoup voyagé de l'Afrique jusqu'au Yémen, en passant par l'Europe et d'autres régions encore. Alors ici, on a deux exemples qui intéressent les rapports commerciaux et diplomatiques avec l'Europe. À gauche, ici, un bassin au nom du roi de Chypre, U4 de Lusignan, qui entretenait des rapports commerciaux, diplomatiques avec les Mamelouks, avec une influence assez forte des pratiques de la cour mamelouk aussi, finalement. Alors ici, on a peut-être un objet diplomatique, justement, ou une commande, on ne sait pas trop. En tout cas, vous voyez qu'il comporte tout de même une large inscription en arabe, une large écriture qu'on appelle le soulous, qui est très présent sur les objets mamelouks. Et cette inscription, eh bien, nomme précisément le souverain de Chypre. Donc, elle a été composée et savamment composée par la chancellerie mamelouk. C'est une très belle inscription avec des titres correspondants et le nom du souverain de Chypre. Et puis, à l'arrivée à Chypre, alors on ne le voit pas sur cette image, mais à l'intérieur, sur le bord intérieur de ce bassin, alors c'était des grands bassins, là ça fait partie des très belles pièces fabriquées à la période mamelouk. Ce sont des bassins qui servaient lors des banquets au lavage des mains. Finalement, ils fonctionnaient avec une aiguière, donc un vase à eau, et donc c'était vraiment des pièces là aussi de prestige. Donc ce bassin, dans son pourtour intérieur, comporte aussi une inscription en caractère latin, en français, qui à nouveau nomme le souverain de Chypre en ajoutant une mention qui ne figure pas dans l'inscription en arabe, qui est celle de roi de Jérusalem, qu'évidemment la chancellerie mamelouk n'aurait pas accepté d'inscrire. Donc on a ici un exemple d'une production de luxe mamelouk destinée à un souverain chrétien en l'occurrence. On connaît d'ailleurs au moins 2 autres objets en métal mamelouk de fabrication mamelouk au nom de souverains de Chypre. Et quelques autres, très peu d'objets finalement, mais quelques autres objets aussi avec des inscriptions au nom de souverains, de princes, européens. Il semble que là, on est au milieu du XIVe siècle, là, une période qui est encore florissante pour le sultanat mamelouk. Et puis, dans la seconde moitié du XIVe siècle, eh bien, le sultanat va connaître un certain nombre de difficultés, des épidémies de peste, des difficultés économiques, et puis des période d'instabilité politique interne aussi, notamment. Et vers la fin du XIVe siècle, il semble que la commande intérieure, si je puis dire, locale, était en déclin, que les élites finalement avaient moins d'argent pour acquérir, commander des objets, et que finalement les commanditaires, les consommateurs européens vont prendre un petit peu le relais et permettre à l'artisanat syrien et égyptien de continuer. Alors surtout en Syrie, puisque la Damas notamment était le centre principal de cette production, était très réputé pour la production, comme on l'a déjà vu, de ces métaux incrustés. Là aussi, pour les métaux, voilà, on retrouve cette mention dans les inventaires ou des sources européennes à la Damaskina aussi, donc qui montre que Damas était au moins le lieu d'achat et probablement de production de beaucoup de ces pièces importées.
Il semble que les effets de la peste, peut-être, et les difficultés économiques aient été un petit peu moins fortes à Damas à la fin du XIVe siècle. En tout cas, la production continue, puisqu'on a là aussi des mentions, notamment de voyageurs européens, notamment l'italien Simone Sigoli, qui est à Damas dans les années 1384-1385 et qui voit sur les marchés une grosse quantité de métal à décor incrusté. Il mentionne des incrustations de personnages et de décors végétaux de très belle qualité, et il donne des indications aussi sur l'organisation des ateliers, d'ailleurs, avec des familles de dînandiers, finalement. Donc, on a cette production de métaux incrustés à destination des Européens. Et donc ici, à droite, vous avez également un petit chandelier qui fait partie de ces objets fabriqués assez largement, des objets de petite dimension, facilement transportables, avec une abondance d'incrustations d'argent au décor finement regravé, avec également de la présence d'incrustations d'or, et dont avec des décors parfois figurés, mais surtout animaliers et floraux, et la présence, comme vous voyez ici sur ce chandelier, de blasons européens, justement, qui peuvent, pour certains, être attribués à telle ou telle famille, surtout italienne. Alors, ça, c'était pour la période, disons, de la fin du XIVe siècle. Cette tendance va continuer au XVe siècle. Et on a d'autres types de productions qui sont associées plutôt à la fin du sultanat mamelouk, la seconde moitié du XVe et au début du XVIe siècle, qui semblent avoir été destinées essentiellement à l'exportation, et à l'exportation notamment vers le marché européen. Donc vous avez deux exemples typiques de ces productions. Alors une spécialiste des arts mamelouks, Doris Berens Abou Seif, a d'ailleurs donné une appellation assez récemment à cette production. Elle l'a appelée Export Style, donc en référence à sa destination, puisque ces objets finalement n'ont pas été retrouvés au Proche-Orient, mais figurent dans des collections européennes et surtout italiennes, avant d'être passées dans les collections muséales européennes pour la plupart. Donc ici, vous avez deux types d'objets assez répandus pour ces productions. Là aussi, on a des objets plutôt de petite dimension, de dimension moyenne, facilement transportables. C'est le cas de ces petits brûle-parfums sphériques qui disposent, vous ne le voyez pas ici, mais d'un petit mécanisme intérieur avec un petit réceptacle en demi-cercle dans lequel on pouvait poser des petits charbons et des parfums qui permettaient, grâce aux trous qui ont été ménagés dans la surface extérieure de l'objet, qui permettaient de laisser échapper les fumées odorantes. On les appelle aussi parfois chauffe-main, parce que du coup, le métal un peu chauffé pouvait avoir un autre emploi. Et donc, on retrouve un certain nombre de ce type d'objets dans des collections européennes, et également ce type de petites boîtes à couvercle de forme arrondie. Alors ici, vous avez un type de décor vraiment très cloisonné, typique de ce style, avec une abondance d'incrustations d'argent et parfois d'or, qui ont parfois disparu, souvent disparu sur ces objets, ou en partie disparu. Donc vous voyez ici des petites taches dorées ou d'argent, là où les incrustations ont été conservées. Avec un répertoire végétal très très stylisé, des motifs géométriques, parfois des pseudo-inscriptions aussi. On essaie d'imiter des inscriptions plutôt de style koufique, avec beaucoup aussi de formes de nœuds, donc un décor assez élaboré. Mais donc pour quasiment tous ces objets, on n'a absolument pas d'inscription arabe, ce qui peut s'expliquer justement par une clientèle qui n'est pas locale, qui est une clientèle européenne. Mais par ailleurs, en cette fin du XVe siècle, on a aussi beaucoup d'objets qui étaient destinés à une clientèle locale, et ça, on peut le savoir également via les inscriptions, justement, qui figurent sur un certain nombre d'entre eux.
Alors voilà, vous avez, c'en est un exemple ici à droite avec ce petit pichet à panse globulaire avec une anse, vous le voyez, sinueuse qui prend la forme d'un dragon. Alors c'est une forme tout à fait unique par son style décoratif, cloisonné, là aussi de pseudo-inscriptions en partie, des motifs végétaux. On peut tout à fait rattacher ce pichet à ce fameux export style que je vous ai montré juste avant. Sauf que ce pichet, lui, comporte aussi des inscriptions en arabe qui sont des inscriptions poétiques et qui, du coup, l'assignent plus logiquement à une production locale destinée au goût des élites urbaines, civiles, éduquées, pour lesquelles qui aimaient à avoir ce type d'objet avec des inscriptions poétiques qu'on connaît par plusieurs exemples à la période mamelouk, notamment au XVe siècle, où on a comme ça beaucoup d'objets qui comportent des inscriptions poétiques qui peuvent être assez stéréotypées, qu'on retrouve à l'envi d'un objet à un autre. Ce pichet a la particularité d'avoir une inscription plutôt originale, qui lui est unique, et donc qui témoigne de cette atmosphère cultivée des élites urbaines, peut-être de Damas, peut-être de Syrie. Alors il y a la question du lieu de production de ces objets dits export style. Est-ce qu'ils ont été faits en Égypte? Est-ce qu'ils ont été faits en Syrie? On n'a pas vraiment d'éléments, puisqu'encore une fois, on les connaît par des collections occidentales. Néanmoins, si on considère là encore que la Syrie, Damas, mais aussi Alep étaient des zones de commerce florissantes à la fin du sultanat, avec des Européens très présents dans ces villes, on peut estimer qu'il est possible que cette production soit syrienne. En tout cas, c'est une production de très belle qualité. Alors, j'avais mis à côté, pour comparaison, une forme, parce que cet objet est aussi intéressant dans sa forme, puisque cette forme, qui est là aussi unique à cet objet dans un contexte mamelouk, en revanche, est bien connue pour la zone iranienne, disons. Et ici, vous avez un exemple d'un pichet, alors qui pourrait se situer un petit peu entre les deux, parce qu'il est intéressant, il est signé par un artisan, lui. Donc vous avez le nom ici, Shirali ibn Muhammad Dimashqi, donc qui pourrait indiquer une origine damascène. Alors ça a été discuté puisque Dimashqi était le nom aussi d'un quartier de Samarcande, mais tout ça évoque quand même justement le fait que, je crois qu'on n'a pas mentionné, Damas a été, et la Syrie a été envahie par les troupes du fameux Tamerlan autour de 1400, et que Timour ou Tamerlan, donc originaire d'Asie centrale, ascendance moghole, qui donc est connu pour ses conquêtes et le cortège de désastres qu'il a accompagné, et il est bien connu le fait par les sources aussi qu'il a emmené avec lui des artisans de Damas, et peut-être d'autres villes syriennes d'ailleurs, à Samarcande pour travailler sur ces monuments et pour la fabrication d'objets de luxe. Et donc, eh bien, ces artisans, au moins pour certains, ont pu revenir après en Syrie et ont pu ramener eh bien aussi certains éléments de la culture de l'Iran ou de l'Asie centrale au passage. Et dans l'autre sens, évidemment, ils ont amené aussi leur savoir-faire dans cette région, dans ce centre de Samarcande. Alors ici, voilà, on est justement dans tout ce qui caractérise aussi cette période de la fin du XVe et du XVIe siècle, où on a beaucoup d'influences multiples qui se croisent dans ces objets. Alors, je peux vous montrer aussi quelques autres exemples typiques de ces productions de luxe en métal de la fin du XVe siècle. Il faut savoir qu'on conserve énormément d'objets en métal incrustés ou à décor simplement gravés pour la période mamelouk et particulièrement pour la fin de la période mamelouk. Et ici, eh bien, cet objet qui est conservé au musée du Louvre est un document aussi intéressant pour eh bien attester de la continuation d'une production de métal incrusté
de luxe à destination d'une commande locale à la toute fin du sultanat mamelouk. C'était une production qui n'était pas donc uniquement destinée à l'exportation, mais aussi fabriquée éventuellement pour le marché local. Donc c'était également un chandelier qui était un peu qui n'était pas vraiment passé sous les radars, si je puis dire, pendant longtemps, et qui a aussi une inscription au nom d'un personnage qui n'avait pas été identifié jusque récemment, pour lequel j'ai proposé une identification. Donc l'inscription indique que ce chandelier a été fait pour un certain Taqi ad-Din, encore une fois, Abou Bakr, qui était le fils d'un grand juge, Abd al-Bar. Alors là aussi, on peut tenter une identification. À la fin du sultanat, sous le règne du l'avant-dernier sultan mamelouk, Qanso al-Khoury, qui règne entre 1501 et 1516, il y avait un grand juge, Abd al-Bar, qui occupait une position très importante dans le cercle du pouvoir mamelouk. C'était le grand juge hanafite. Et il était assez proche du sultan. Et il était d'une famille originaire d'Alep, les fameux Ibn Ashina. Et incidemment, une source de cette période, un historien Ibn Iyas, mentionne à un moment donné les fils de ce grand juge, Mahmoud et Abou Bakr. Là, on retombe sur un Abou Bakr, fils du cadi du grand juge Abd al-Bar. Et ces deux fils sont assassinés au moment de la conquête ottomane au Caire. Il se trouve que ce Abou Bakr, second fils, en tout cas puis né du grand juge Abd al-Bar, est mentionné également dans un dictionnaire biographique des grands personnages d'Alep. Donc il est mentionné de manière assez intéressante comme quelqu'un qui avait un petit peu adopté les manières d'être des émirs mamelouks. Il parlait la langue circassienne, il maniait la lance, il montait à cheval. Et donc là, on a aussi ce mélange intéressant, cette rencontre entre les élites urbaines, civiles et les classes militaires à la fin de cette période mamelouk. Et donc il est mentionné dans ce dictionnaire des grands personnages d'Alep, ce qui pourrait indiquer qu'il avait une résidence assez suivie à Alep pour figurer dans ce dictionnaire. En tout cas, la famille avait toujours des liens. En tout cas, ça permet de dater ce chandelier assez précisément entre la mort du père du grand juge Abd al-Bar en 1515, puisqu'il est désigné comme mort dans l'inscription, et la mort de son fils 2 ans plus tard en 1517. Donc, il permet de dater ce chandelier qui, dans certains de ses détails de décor, peut se rattacher aux productions de l'export style. Donc on a un type d'objet de prestige lié aux élites civiles égyptiennes, syriennes à cette époque. Et puis on a aussi d'autres types de productions à décor là aussi incrusté, plus finement incrusté, avec des fils d'argent qu'on l'on peut relier à des membres des élites civiles de Damas aussi. Alors qui ne sont pas précisément datés, mais là aussi plutôt fin de la période mamelouk. Notamment, on a quelques petites boîtes de ce type qui devaient contenir des instruments professionnels. L'une d'entre elles, à gauche, conservée au Metropolitan Museum, a une inscription au nom d'un mouakrit, c'est-à-dire celui qui était chargé de définir les heures attachées à la grande mosquée de Damas, les heures de prière notamment. Donc, astronome de formation. Et puis à droite, une boîte au nom d'un médecin, par contre, le médecin Younous, qui pourrait, là on voyait qu'il y a une très forte similarité dans les formes et le type de décor, qui pourrait aussi être attaché à un hôpital de Damas, peut-être au Maristan Nouri de Damas, et qui est conservé à Copenhague.
Et pour vous donner encore d'autres exemples, on a vraiment beaucoup en cette fin de la période mamelouk une grande diversité de commanditaires qui sont reflétés par les inscriptions sur ces objets. Alors là, on passe à des objets qui sont peut-être un peu plus simples, de fabrication plus simple, mais les objets en métal sont quand même toujours des objets de luxe un petit peu à cette période, avec un décor simplement gravé, non incrusté, mais d'une assez grande finesse, avec ici un tambour dont l'inscription, là aussi, permet de l'attribuer et de le dater à Damas, en gros dans la première moitié du XVIe siècle, puisque l'inscription mentionne un cheikh, je recherche Muhammad ibn Khalil as-Samadi, qui est là aussi peut être identifié très précisément par les sources, puisqu'il s'agit du cheikh d'une confrérie soufie bien implantée à Damas à cette époque, la confrérie donc des Samadiyas, qui trouve ses origines sont à l'époque des croisades, semble-t-il, d'après les récits qui entourent cette confrérie, et qui s'est développée au XIV-XVe siècle. Elle effectuait des cérémonies dans la grande mosquée de Damas, et le cheikh Muhammad ibn Khalil, bien mentionné par les sources, était là aussi un personnage, disons, célèbre à Damas au début du XVIe siècle, et qui a vécu aussi la période de la transition ottomane. Donc, on peut rattacher là aussi ce tambour, à une pratique de cette confrérie, puisque cette confrérie était connue pour utiliser des tambours lors de ces cérémonies de récitation, de zikr, cérémonies soufis. Quelques exemples rapidement pour vous montrer la diversité justement de ces personnages qui peuvent être associés à ces métaux. Ici, une lampe au nom d'un Muallim Youssouf al-Fahmi as-Salihi qui avait été publié. Alors, Doris Berens Abouseif, qui l'avait publié, avait interpréter la nisba, donc le mention d'origine qui figure dans le nom al-Fahmi, comme quelqu'un qui aurait été originaire d'Apamé en Syrie, mais à la lumière de quelques travaux récents, on pourrait proposer plutôt de voir le sens al-Fahmi comme plutôt un nom de métier qui désignait dans la Syrie médiévale des marchands de légumes, de produits frais, qui est attesté dans les dictionnaires et dans certaines sources. Et donc, on aurait ici un grand négociant, un grand marchand, en quelque sorte. Et cette lampe qui comporte aussi des inscriptions poétiques, dans ces inscriptions, pourrait avoir été utilisée dans le cas de sa pratique sur les marchés. Quelques autres exemples pour terminer, parce que je crois que voilà, il faut qu'on termine. Un autre plat alors qui a été publié partiellement, qui est conservé à Damas au Musée national, avec vous voyez un décor assez simple et une fine inscription sur le pourtour du plat, qui est au nom d'une femme. Ça fait partie des objets en métal assez rares qu'on peut associer à des femmes, surtout des élites civiles. Donc ici, une certaine Saniyeh qui est indiquée comme étant la fille, là aussi, de Ahmad Shihabaddin ibn al-Attar, qui était, l'inscription le désigne, donc on pourrait dire maître d'œuvre en fait du sultan mamelouk attaché à la citadelle de Damas. Ce personnage là aussi est connu par les sources. Il était maître d'œuvre donc et travaillait à la réfection de la citadelle de Damas, et sur les murs de la citadelle on peut encore voir son nom sur des inscriptions commémorant, donc enfin signalant les travaux dont il a été responsable à cette période. Et puis là encore quelques objets qui appartiennent à un groupe d'objets, alors qu'aujourd'hui qui semblent de qualité moindre, mais qui étaient donc ce type d'objet en alliage cuivreux à décor finement gravé, qui était étamé, donc qui avait un aspect argenté plus brillant à l'origine. Et qui là aussi, vous avez un exemple d'une coupe au nom d'une autre femme, cette fois-ci une fille d'un émir qui avait été en poste à Hama, mais aussi à Alep.
et qui peut être daté de la seconde moitié du XVe siècle, est rattaché à ce type de production dans son type de décor assez caractéristique. Sur la diapositive suivante, une autre coupe sur pied assez semblable au nom de l'émir Qaniso al-Khoury, en poste à l'époque à Alep, qui deviendra sultan par la suite, et donc qui date de son poste de chambellan à Alep entre 1489 et 1497, auquel on peut rattacher, là encore par le décor, un autre objet, un petit bassin au nom d'un personnage qui travaillait dans les bureaux du gouverneur d'Alep, enfin en tout cas de Qaniso al-Khoury, qui a été gouverneur d'Alep, puis de Damas dans la seconde moitié du XVe siècle. Donc voilà, et enfin l'objet qui se situe en bas de la diapositive, qui est une sorte de grand bassin ou de chaudron, qui porte là aussi une inscription avec un décor assez élaboré sur sa paroi extérieure, au nom là aussi ce qu'on peut interpréter comme un maître cuisinier, finalement sans doute le chef des cuisines, peut-être du gouverneur d'Alep. En tout cas, son nom est indiqué comme Muhammad at-Tabar, donc le cuisinier, al-Halapi, donc d'Alep. Donc voilà, vous voyez qu'on a, grâce à ces inscriptions, eh bien un petit peu une radiographie, une cartographie, une photographie, eh bien de ces élites de second rang, militaires de second rang ou civils, qui étaient aussi des commanditaires très variés de ce type de production luxueuse de second niveau, on pourrait dire, mais quand même une production assez élaborée. Alors, je voulais aussi peut-être dire un mot pour finir de l'art du livre, auquel on pense peut-être moins quand on parle d'artisanat du luxe, mais finalement c'est aussi une production de luxe destinée aux élites urbaines et militaires aux périodes ayyoubides et mamelouks, avec 3 exemples d'époque mamelouk qui peuvent être rattachés avec plus ou moins de sûreté à la Syrie et notamment à Damas. Et qui évoque là aussi différents types de commanditaires. À gauche, eh bien, vous avez un manuscrit chrétien qui permet aussi d'évoquer la présence, évidemment, des communautés chrétiennes en Syrie à cette époque. Au XIVe siècle, la communauté des chrétiens en Syrie semble assez florissante, assez dynamique et relativement prospère. Et on voit, eh bien, justement, la production de manuscrits de luxe, richement enluminés, peints à l'or et au pigment, réalisés pour des élites locales ou peut-être parfois aussi pour, justement, des personnages européens présents à Damas. Ici, vous avez des épîtres de Paul réalisés en 1342 pour un marchand chrétien, peut-être syrien ou égyptien, on ne sait pas très bien l'identifier, réalisé par un moine, le moine Touma Ibn as-Safi, qui est connu par plusieurs manuscrits, et un autre de ces manuscrits a été réalisé à Damas aussi, en 1341 pour un consul italien en poste à Damas. Et puis on attribue souvent un certain nombre des manuscrits à peinture de cette époque à une production damascène, même si on manque d'informations sur les destinataires de ces ouvrages. Et enfin, à droite, vous avez un exemple d'une production de manuscrits avec un fin décor enluminé et une très belle calligraphie utilisant l'or, notamment, réalisée à Damas en 1432 par un calligraphe damascène assez réputé, dont on trouve la trace dans les sources, qui s'appelle Sharaf al-Amir, réalisé pour un juge qui était intendant de l'armée à Damas. Donc voilà, là aussi, à travers ces manuscrits, eh bien, on peut évoquer la diversité des commanditaires et la diversité de cette société damascène et syrienne à la période mamelouk. Qui était eh bien à l'origine ou destinataire de ces objets de luxe. On vous remercie beaucoup pour cette conférence. Et juste vous dire que la prochaine conférence aura lieu exceptionnellement un mardi, le 2 décembre prochain à 19h.
et portera sur la période ottomane avec Vanessa Guénaud et Salam Kawakibi. Donc voilà, je vous remercie. Merci.